Lionel Gaugelot. Soyez les bienvenus à 7h39 et votre invité ce matin, Lionel, c'est Marc-Antoine Pérouse de Monclos, chercheur spécialiste des conflits armés en Afrique. Bonjour Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1 pour faire le point sur cette situation au Niger et le sentiment d'impasse que l'on a compte tenu de cette situation. Je résume les dernières informations des dernières heures. Les menaces de conflits armés semblent s'éloigner. On semble privilégier la voie diplomatique. Il semblerait même que les États-Unis, en privilégiant le dialogue, soient sur le point de s'accommoder finalement du pouvoir de la junte à Niamey. Est-ce qu'on peut considérer que les putschistes ont pour l'instant gagné la partie ? Ils n'ont pas encore gagné la partie, ils n'ont pas la légitimité nécessaire pour asseoir leur pouvoir. Il faut rappeler que le président Bazoum, élu en 2021, est toujours séquestré par les putschistes, et les conditions de sa libération sont justement un des enjeux de la négociation. Maintenant, il faut rappeler aussi que les États-Unis ont à Agadez une base militaire avec un peu plus de 1000 hommes, donc des effectifs presque équivalents à ceux de la France. Donc, ils ont aussi des intérêts stratégiques dans la région, dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, qui sont aussi bien importants. Et ils ont choisi une voie qui était différente de celle de la France, qui effectivement est beaucoup plus accommodante vis-à-vis des putschistes. Et pourquoi justement cette position des États-Unis accommodante ? Pour maintenir leur base à Agadez, qui est en fait la seule base qu'ils ont dans toute la région. Les Français ont toujours une base militaire à N'Djamena, au Tchad voisin, donc l'enjeu est peut-être moins important de ce point de vue. En revanche, sur le plan symbolique, politique, il est énorme, parce que tous les pays où la France est déployée, on le voit, Mali, Burkina, maintenant Niger, un des enjeux évidemment du déploiement de l'armée, c'était pas seulement de lutter contre les groupes djihadistes, mais c'était aussi de renforcer l'État, et on voit que tous ces coups à répétition, il y en a 2 par an au Mali et au Burkina Faso, sont extrêmement déstabilisants pour la zone, et ça fait le jeu des insurgés, évidemment. Justement, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, disait hier dans une interview à nos confrères de Var Matin que ces coups d'État que vous évoquiez au Mali, au Burkina Faso, avaient favorisé la renaissance de foyers terroristes. C'est donc ce à quoi il faut s'attendre maintenant au Niger ? Alors, la situation au Niger était meilleure qu'au Burkina et au Mali. Maintenant, l'avenir va nous dire effectivement si les Américains vont prendre le relais des Français. Il y a aussi un gros enjeu pour ce qui est des conditions de départ de l'armée française. C'est pas rien d'évacuer tant d'hommes dans un délai qui a été donné extrêmement court, extrêmement difficile à tenir. Pour l'instant, les groupes djihadistes n'ont pas montré, de velléité à aller plus loin que les zones où ils étaient déjà actifs au Niger. Mais encore une fois, est-ce que l'armée nigérienne, qui est occupée à tenir le pouvoir à Niamey, sera aussi en capacité de mener le combat dans les zones rurales ? Là, on peut effectivement avoir quelques doutes, d'autant que cette armée était très très appuyée par la France. La France qui avait soutenu le principe d'une intervention militaire, est-ce qu'elle ne se retrouve pas d'une certaine façon aujourd'hui désavouée et un peu seule ? Complètement désavoué. C'est vraiment terrible. Le résultat de l'opération Barkhane, c'est un triple échec à la fois politique, militaire, puisque les groupes djihadistes ont continué de s'étendre depuis 2013-2014, le début de l'intervention militaire, et puis un échec diplomatique aussi, c'est-à-dire que la France présentait comme une puissance moyenne qui était capable de faire le job dans la région, et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Bazoum était le président détenu, qui est un peu faut le souligner, un peu le Zelensky du Niger. C'est quelqu'un qui refuse de signer une lettre de démission, contrairement à ses homologues du Mali et du Burkina. Les présidents Ibeka et Kaboré, qui dès que les putschistes étaient arrivés dans leur maison avaient cédé et avaient démissionné. Là, en revanche, Bazoum, qui est un militant de gauche, un enseignant, un philosophe, quelqu'un d'extrêmement déterminé, pour l'instant refuse de plier alors qu'on lui a coupé les vivres, l'eau, l'électricité. C'est un homme du désert, je sais qu'il tiendra longtemps, mais en tout cas là il y a vraiment une question qui n'est pas résolue et qui concerne donc un homme qui était effectivement très proche de la France par affinité politique et disons aussi pour ce qui est de la stratégie dans la région. Mais vous disiez à l'instant, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, que justement les négociations diplomatiques pourraient tourner autour justement du sort du président Bazoum, mais on voit mal une issue positive pour un retour à l'ordre constitutionnel et un retour donc au pouvoir du président Bazoum, sachant, et c'est l'une des informations de la soirée, que maintenant la junte envisage de le poursuivre, ce même président renversé, pour haute trahison. Alors on fait mieux
comme ouverture à la négociation. Oui, ça fait partie sans doute des menaces verbales qui entrent en jeu dans la négociation, en sachant que l'homme qui a fait le coup d'État, Tchiani, était lui-même représentatif de ce système de corruption qui était celui qui est dénoncé aujourd'hui, qui était celui du parti, le PNDS de Mahamadou Issoufou, qui était le prédécesseur du président Bazoum. Et le président Bazoum avait justement l'intention de nettoyer les écuries de Gias et de chasser le leader du putsch qui du coup a pris les devants et a renversé le président qui avait l'intention de mettre un peu d'ordre dans l'armée, où il y a eu effectivement des fraudes, des malversations importantes sur des contrats d'achat d'armes. Et c'est cette personne-là qui prétend aujourd'hui redresser le Niger sur le plan moral et économique. On a un peu du doute, hein, excusez-moi. Cela dit, le constat que l'on fait, c'est qu'on s'achemine vers une sorte de statu quo et finalement la communauté internationale va se satisfaire finalement de cette présence de la junte au pouvoir à Niamey, en essayant de limiter les dégâts, notamment en ce qui concerne, on le disait tout à l'heure, l'influence islamiste et aussi peut-être l'influence russe et chinoise. Oui, qui pour l'instant n'est pas importante. C'est facile de faire frémir les chaumières en brandissant un drapeau russe quand on veut montrer son opposition à la France, à l'ancienne puissance coloniale. Ça ne veut pas dire que les Russes ont des intérêts économiques et stratégiques sur la zone. Ils ont autre chose à faire en ce moment. Et ailleurs, plutôt du côté de l'Ukraine. Donc je ne crois pas du tout que l'armée russe va prendre le relais de l'armée française. Certainement pas. Mais bon, encore une fois, cette junte au pouvoir, pour l'instant, elle est bien installée, quoi. Bien installé, non, parce qu'encore une fois, la question du président Bazoum n'est absolument pas résolue, et c'est quand même une grosse épine dans le pied des putschistes. Tant qu'il est là, on voit bien que leur légitimité est faible aux yeux de la communauté internationale. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que l'alternative, c'est effectivement de les chasser par la force. Et alors là, ça implique en fait ça va les légitimer en réalité. De la même manière que les sanctions économiques qui ont été mises en place par le Nigeria, notamment concernant la fourniture d'électricité, pour l'instant, tendent plutôt à renforcer la détermination des Nigériens pour résister à leur puissant géant anglophone, le puissant voisin géant anglophone, où il y a aussi beaucoup de relations économiques. Pour l'instant, ça va plutôt renforcer la junte. Donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives en réalité pour les chasser du pouvoir. On ne va pas aller occuper le pays militairement, que ce soit les Américains, les Russes ou les Nigérians. Ça semble complètement démesuré, comme type disproportionné, comme type de réaction. Merci Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, chercheur spécialiste des conflits armés en Afrique. Bonne journée. À suivre